Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à tous. En tant que président d'Agridé, je suis très heureux de voir que les rangs sont pleins et que vous êtes venus nombreux assister à cette conférence que nous organisons en commun avec le Cross Channel Institute, qui est le think tank de la Chambre franco-britannique de commerce, et en particulier avec Olivier Campenon, qui est son président. Agridé, qu'est-ce que c'est? C'est une association créée il y a presque 160 ans par des agriculteurs et pour des agriculteurs, reconnus d'utilité publique. Aujourd'hui, c'est un think tank qui travaille sur la thématique de l'entreprise agricole. Et en tant qu'agriculteur moi-même, je sais que nos amis anglais sont très sensibles à cette notion d'entreprise. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a le plaisir de faire ce travail entre nous. C'est une habitude chez Agridé de travailler en commun avec d'autres organisations. C'est une façon de s'ouvrir à d'autres vues sur les problématiques que nous avons en commun. La souveraineté alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de choisir, de décider son alimentation. Et de choisir ses dépendances. Ce n'est pas l'autosuffisance, c'est la liberté de choix. Et la souveraineté alimentaire, vous le voyez autant que moi, c'est devenu le sujet premier des débats actuels dans une conjoncture mondiale qui est agitée, sur le plan géopolitique, sur le plan climatique, avec des crises sanitaires à répétition. La souveraineté alimentaire est devenue un sujet d'importance. On pourrait y ajouter également le Brexit. Moi, j'étais en Écosse au mois de juin 2016, au moment du référendum, avec des collègues anglais et écossais. Et quand j'ai vu la tête de mes collègues britanniques le lendemain matin, je peux vous dire que j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Nous avons souhaité, avec le Cross Channel Institute, mettre en commun nos réflexions sur la souveraineté alimentaire, parce que pour nos deux pays, c'est un problème. Vous, les Britanniques, vous avez toujours été un pays importateur de produits agricoles et alimentaires. Mais nous, la France, qui étions un grand pays agricole, nous voyons notre balance commerciale se dégrader d'année en année. Et c'est problématique. Nous avons couramment des échanges nombreux. Agridé, qui a succédé à la SAF, a été créé en 1867. 1867, c'était la reine Victoria. C'était en France la révolution industrielle avec l'empereur Napoléon III. Et on parlait déjà d'un tunnel sous la Manche à l'époque. Donc vous voyez, les échanges ne datent pas d'hier. Un autre sujet nous rapproche également, c'est l'agritech, l'intelligence artificielle. Ça se développe dans nos fermes, ça se développe dans nos industries agroalimentaires. L'agritech et l'IA, ce n'est pas le remplacement de l'homme, c'est le remplacement de la masse de gestes répétitifs. Ça te permet d'accélérer les processus, ça permet de faciliter, dynamiser la production agricole et alimentaire. Et c'est donc ces deux leviers que nous mettons en avant dans cette publication que nous lançons aujourd'hui. Souveraineté alimentaire en France et au Royaume-Uni, faciliter les échanges et valoriser l'agritech. Et je vais laisser la parole maintenant à Olivier Campenon, que j'accueille à cette table. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher président. Vous avez parlé de 1867. Je répondrai 1875, qui est la date de naissance de la Chambre franco-britannique. Vous voyez, 150 ans, la plus ancienne chambre internationale. Et qui a créé, il y a maintenant un certain nombre d'années, un think tank, qui est le Cross Channel Institute, que j'ai le plaisir de représenter. Et c'est donc un très grand plaisir d'être avec vous ce soir pour vous présenter, vous introduire cette analyse sectorielle dont le président a parlé sur la souveraineté alimentaire. Et pour ce faire, eh bien, je vais faire appel à ceux qui ont travaillé, participé et étudié justement cette situation entre la France et le Royaume-Uni et sur toute la partie technologique. Alors je vais, si vous voulez bien, appeler mes panélistes. Marie-Cécile Damave, qui est responsable innovation et affaires internationales chez Agridé.
Lise-Laure Martin, qui est directrice d'Agronov Association pour l'innovation agroécologique à Dijon. Quentin Mathieu, aussi d'Agridé, responsable entreprise et prospective économique. Et puis Jed Manning, attaché commercial en charge de l'agriculture à l'ambassade britannique à Paris. Et enfin, Noam Gamandes, directeur de projet chez Getlink. Voilà, nous sommes un petit peu serrés parce que c'est une analyse sectorielle intense et il fallait bien tout ce jus de cerveau pour pouvoir extraire les tendances principales. Alors, le président en parlait, la souveraineté alimentaire est un sujet d'actualité, c'est un sujet complexe. Et donc, j'ai envie de commencer par vous, Marie-Cécile, pour peut-être nous parler de la genèse de cette étude et pourquoi ce sujet aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Really nice to be here. Thank you for being here with us today. C'est toujours un plaisir de parler anglais pour moi. Avec un si bel accent. Nos amis britanniques will appreciate. Et j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai que nous allons mener cette présentation, cette discussion en français, mais si évidemment vous souhaitez tout à l'heure poser des questions en anglais, vous serez les bienvenus. Et la publication est en français et en anglais et elle sera mise à vos dispositions à la fin de notre événement, de notre présentation. Voilà, et elle sera disponible évidemment imprimée, mais aussi en ligne directement sur nos différents sites. Mais il faut attendre la fin pour pouvoir y accéder. Donc je continue en français quand même. Donc oui, la genèse. Déjà, pourquoi travailler ensemble, Cross Channel Institute et Agridé? En fait, c'est d'abord une histoire de voisinage entre nous. Voisinage déjà parce que nous sommes voisins, nous travaillons dans le même quartier de Paris, dans le quartier européen. Athènes et Londres. Voilà, rue de Londres et rue d'Athènes. Donc voilà, nous sommes voisins et évidemment France et Royaume-Uni sont voisins. Donc voilà, c'est d'abord une histoire de voisinage. Et comme le disait mon président Charles tout à l'heure, on aime beaucoup travailler en partenariat chez Agridé. On aime beaucoup associer nos compétences, nos réseaux, nos analyses avec des structures extérieures. Et donc là, c'était un plaisir. C'est pas la première fois qu'on travaille avec des entités britanniques. On a travaillé à plusieurs reprises par le passé avec l'ambassade du Royaume-Uni, notamment en 2016 et 2018, en cherchant à comprendre quel était le futur de l'agriculture et de l'alimentation sur des thématiques qui nous sont chères, qui sont la bioéconomie et qui sont l'agritech et la digitalisation de l'agriculture. Et en fait, ces sujets-là, on les retrouve dans notre étude d'aujourd'hui pour répondre justement aux questions de souveraineté alimentaire. Alors, ce sujet, il est partout au salon. Si vous êtes promené un petit peu, tous les débats aujourd'hui dans le monde agricole parlent de la question de la souveraineté alimentaire. Alors, on parlait de sécurité alimentaire il y a quelque temps, on est passé à la souveraineté alimentaire. Et effectivement, c'est pas de l'autarcie, mais c'est choisir nos dépendances. Et là, je crois qu'on a tous envie d'être dépendants les uns des autres, mais pas forcément tout le monde dans ce monde incertain aujourd'hui, compliqué par les questions géopolitiques. Donc c'est un enjeu crucial, c'est un enjeu stratégique qu'on a vraiment clairement identifié. Et au sein du monde agricole, évidemment, on est concerné par ce sujet. On a une responsabilité de devenir plus performant, plus compétitif pour pouvoir répondre davantage à nos besoins, non seulement en interne, mais également aux pays qui sont évidemment autour de nous. Ce sujet de la souveraineté alimentaire, il est important. Il y a un autre sujet qui est un petit peu partout dans ce salon, c'est la sécurisation de l'alimentation. C'est vraiment une thématique très importante qu'on retrouve un petit peu partout. Et justement, on a voulu travailler ce sujet également. Comme je vous le disais, moi je suis responsable innovation et affaires internationales et donc c'est les questions agritech, les technologies au service de la souveraineté alimentaire en termes de production agricole et alimentaire, mais aussi en termes de durabilité. Comment les technologies en fait permettent à la fois de répondre à des objectifs de sécurisation justement de la production, d'efficacité de production, de compétitivité de productivité, mais en respectant un certain nombre de normes environnementales notamment. Merci Marie-Cécile, parce que c'est vrai que c'est important de le préciser, le sujet de la souveraineté est un sujet qui est très vaste et nous avons fait le choix de prendre cet angle tech
pour mieux comprendre comment l'innovation pouvait répondre à cette problématique. Alors, peut-être avant de rentrer justement dans le sujet de la tech et de l'innovation, Quentin, on va peut-être juste comme dans toute analyse, il faut savoir être le plus concret et le plus objectif possible, à commencer par les chiffres. Et est-ce que les chiffres, comment les chiffres reflètent cette souveraineté, cette question de sécurité ? Alors, on a récapitulé tout à l'heure quelques chiffres rapidement ensemble. Ce qui était important à travers cette étude aussi, c'était de montrer le poids considérable qu'occupait et qu'occupe encore le Royaume-Uni dans les échanges économiques en fait avec l'Europe dans son ensemble et avec la France. Pour donner quelques ordres de grandeur, la France exporte tout bien confondu près de 38 milliards d'euros vers le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni exporte 27 milliards d'euros vers la France. Et rien que sur la partie agroalimentaire, ces chiffres se portent à 7 milliards d'euros d'exportation vers le Royaume-Uni et à environ 3,5-4 milliards d'euros à l'inverse du Royaume-Uni vers la France. Donc on voit déjà un déséquilibre de la balance entre les deux pays. Il y a un rapport asymétrique qui est très favorable effectivement pour la France et qui a toujours en fait perçu historiquement le marché du Royaume-Uni comme un marché à haute valeur ajoutée où on exporte en particulier des vins, des spiritueux, du fromage, des céréales, des fruits et légumes également. Et donc ce marché qui a toujours été marqué aussi par cette stabilité en fait, parce qu'on dégageait de façon constante des excédents agroalimentaires, aujourd'hui a été bien très fortement remise en question, d'une part dès l'annonce du Brexit et ensuite avec la mise en place de l'accord commercial de 2021. Et en fait, ça rentre aussi dans une perspective plus globale que la France perd des marchés internationaux, voit sa balance commerciale agroalimentaire décliner très fortement. Encore ce matin, je faisais aussi une présentation sur un autre plateau où je rappelais qu'on est passé d'un excédent de la balance commerciale agroalimentaire française de 10 milliards, finalement à 5 milliards, et cette année à seulement 200 millions d'euros. Donc, et négative sur la fin d'année, je crois. Et même, négative sur la partie tendance, des produits agricoles bruts, toujours positive sur les produits transformés. Et c'est là où on voit que c'est essentiel aujourd'hui de se retourner de nouveau vers des clients qui étaient fidèles, qui étaient jusqu'ici stables, et donc de revoir et de renouer avec un contexte, et on en parlera un peu après, juridique, réglementaire, mieux synchronisé, apaisé, pour pouvoir redynamiser ces échanges auprès d'un client qui était jusqu'ici un de nos gros points forts. Alors, on reviendra effectivement plus en détail, mais peut-être juste une tendance. Comment est-ce que vous voyez ces chiffres évoluer sur ces dernières années et les perspectives 2026 ? Je crois que votre titre, c'est la prospective. Alors, oui. Quelle prospective pour 2026 ? Mal. En tout cas, on espère mieux, si possible. Il y a un chiffre qui m'a marqué, en fait, parce que souvent, on regarde le commerce d'un point de vue de la valeur des échanges. Il faut regarder les volumes. Et là, c'est assez frappant, puisqu'en 10 ans, on a perdu 25% des volumes d'exportation agroalimentaire vers le Royaume-Uni. Et notamment, dès la mise en place de l'accord de 2021, avec tous les problèmes qu'il y a eu en matière d'alignement réglementaire, des problèmes de logistique, de contrôle vétérinaire, sanitaire, on a perdu 500 000 tonnes d'un coup, en l'espace d'un an. Donc ça nous montre en fait à quel point l'économie aussi est très liée au réglementaire et qu'on a besoin du réglementaire pour avoir aussi la liberté d'entreprendre et la liberté de commercialiser derrière. Et c'est effectivement un sujet clé, on en parlera. Je voudrais peut-être maintenant justement parler du Royaume-Uni. Notre think tank publie tous les ans un baromètre des échanges, justement, on suit les échanges entre nos deux pays. Sachez que les échanges entre les deux pays, entre la France et le Royaume-Uni, pèsent environ 100 milliards de livres aujourd'hui, environ 117 milliards d'euros. Donc on est revenu à des niveaux pré-Brexit, c'est important dans la dynamique, c'est pour ça que je posais la question sur la dynamique agricole, mais dans la dynamique totale, cette dynamique est positive, et avec toujours une balance qui est positive pour la France. Alors, Jed, attaché commercial donc à l'ambassade britannique, vous suivez tout particulièrement le secteur agricole. Comment est perçu finalement ce sujet de la souveraineté alimentaire, et est-ce qu'on en parle autant que, comme l'a rappelé Marie-Cécile, on en parle aujourd'hui au salon agricole ? Ça marche, oui. Alors, bon, pour nous avons discuté, mais la question du
bien sûr, c'est principalement le défi pour l'exportation et importation britannique. Moi, pratiquement, j'habite à Calais parfois, parce que c'est Calais où on trouve toutes les difficultés pour les exportateurs. Aux questions de souveraineté, c'est vraiment pour le Royaume-Uni, comment on peut assurer que les produits qu'on aime acheter, les produits qu'on a besoin d'avoir au supermarché, choses comme ça, ils arrivent, ils sont affordables et l'accès est stable. Avec cela, pour le Royaume-Uni, c'est vraiment en ce moment une question un accord qui facilite le commerce entre le deux pays, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. C'est pour ça que les gouvernements en ce moment cherchent de négocier un accord SPS entre l'Union européenne et le UK. Alors, merci Jed. Alors, je vais tout de suite passer la parole à votre voisin qui est un spécialiste du SPS, puisqu'il, je le rappelais tout à l'heure, et il travaille chez Getlink et donc est très directement impliqué dans ces échanges. Comment est-ce que vous pouvez aider justement à avoir cette flexibilité nécessaire pour pouvoir, encore une fois, faire que tous ces échanges soient le plus rapides, le plus souple? On en a évidemment beaucoup parlé après le Brexit, après ces nouveaux accords, la complexité réglementaire, le déséquilibre réglementaire entre les deux pays. On est entre nous. Le casse-tête que cela représente pour un certain nombre de nos compatriotes pour pouvoir exporter vers le Royaume-Uni. Je pense que ce qui est important d'avoir en tête avec le Brexit, c'est qu'en réalité, il y a eu 3 irritants majeurs pour l'ensemble des entreprises qui commerçaient des biens alimentaires entre les deux espaces économiques. Le premier d'entre eux, c'est le fardeau administratif, qu'on chiffre à peu près, dans une étude, à 330 millions de livres, donc on va dire 400 millions d'euros. Si on, d'un point de vue micro, on met ça sur la valeur des échanges, ça veut dire que ça renchérit déjà à peu près d'1%. Ensuite, deuxième point, c'est, on va dire, les retards logistiques. À Sevington, du coup que Jed doit bien connaître, il y a eu une étude récemment, je crois, de la House of Commons qui a dit que le temps moyen d'attente d'un camion à Sevington était de 3h17 en 2025. Ça peut monter à 5 heures en réalité en période de pointe. Donc ça, c'est pareil, quelque chose à prendre en compte. Et puis le troisième risque, c'est aussi évidemment les lots qui peuvent être rejetés, donc c'est-à-dire des camions en fait qui, à l'issue des inspections, ne peuvent pas en fait entrer sur l'espace économique. Et dans ce cas-là, il y a deux choses : soit le camion revient en fait à l'expéditeur, soit il doit être détruit sur place. Et là, juste pour vous donner une idée, récemment, là, donc je crois que c'était il y a 2 semaines au port de Calais, il y a un camion de fromage qui arrivait du Royaume-Uni qui a dû être détruit à Calais. 100 000 euros de valeur de la marchandise, 30 000 euros de coût de destruction de la marchandise. Donc ça fait très cher à l'arrivée des clients qui sont pas contents. Donc voilà, ça c'est un peu les 3 irritants. Et nous aujourd'hui, en fait, on cherche à apporter 3 réponses. Sur la compliance, c'est l'anticipation. Sur les retards logistiques, c'est la traçabilité. Et sur la charge administrative, c'est l'automatisation, où en fait, par de l'API, de l'échange de données, mais aussi de l'intelligence artificielle, on va chercher à réduire le plus possible le temps consacré aux formalités douanières. Alors, merci, parce que je voudrais qu'on parle un peu de solutions. On est là pour en proposer. Je vous inviterai évidemment à lire en détail cette analyse sectorielle, parce qu'elle travaille à présenter quelques solutions. Mais avant d'arriver avec Lise Laure, justement, de parler de tech, je voudrais juste demander à Jed, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, est-ce que le gouvernement britannique est prêt à investir, prêt à augmenter les moyens, la technologie, pour justement faciliter ces échanges entre nos deux pays? Les échanges, c'est la porte et l'inspectation. Avec l'objectif d'avoir un accord SPS, c'est supprimer les contrôles et supprimer le centre d'inspection, parce qu'on accepte que le UK et la France, l'Union européenne en général, on a exactement le même standard et réglementation. Alors ce n'est pas une question d'investissement, parce qu'en fait, les deux pays, la France et le UK, on a payé beaucoup pour avoir ces choses. C'est plus une question de facilité avec régulation plus qu'argent dans ce sens. D'accord. Alors, on est
un peu rassurés sur la réglementation, un peu, parce qu'on est toujours un peu... On sait combien certains gouvernements aiment réguler, mais on aimerait parler maintenant plutôt de solutions, d'innovation et de technologie avec vous, Lise-Laure, puisque vous baignez dedans, vous voyez comment est-ce que cela se passe. Est-ce que finalement la technologie aujourd'hui, dans ce que vous voyez, est encore à un niveau d'expérimentation ou commence à être à un niveau d'exploitation et on commence véritablement à avoir un impact sur cette souveraineté alimentaire? Alors je dirais qu'on est vraiment sur un réel impact maintenant de la technologie sur la souveraineté alimentaire. Et si je pars un peu en amont agricole, parce que c'est aussi mon cœur de métier et puis là où Agronov travaille, j'ai envie d'abord de parler des données, en fait, puisque la tech, elle est nourrie par les données. Et il y a énormément de travaux à la fois du côté britannique et du côté français, et même coordonnés d'un point de vue européen, évidemment, sur l'accès aux données, le partage des données et surtout la valorisation de ces données-là. Alors pour les agriculteurs, en fait, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, ils arrivent à avoir accès à leurs propres données qui sont analysées et valorisées pour les accompagner dans des outils d'aide à la décision. Donc là, les outils d'aide à la décision, derrière, ça va leur permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions pour répondre au cahier des charges des réglementations britanniques ou françaises selon les marchés qu'ils visent, et derrière avoir une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc de fait, aujourd'hui, la technologie et toute cette traçabilité, elle est déjà présente et elle existe avec un réel impact. Un deuxième pan de la technologie, c'est la robotique agricole, avec les enjeux de main-d'œuvre qui sont aussi vrais au Royaume-Uni qu'en France, évidemment, notamment dans les filières dont on a parlé, fruits et légumes, viticulture. Voilà, on a de moins en moins de personnes qui viennent travailler sur ces filières-là, et la robotique peut apporter de vraies solutions par rapport à ces enjeux. On a, nous, travaillé avec une entreprise qui récolte les asperges, donc qui est capable de les détecter, les récolter, en diminuant du coup la main-d'œuvre avec les limites réglementaires aujourd'hui de la robotique agricole, mais dont on espère qu'elles vont évidemment évoluer. Et puis... Alors, Lise-Laure, oui. je me permets de vous interrompre, mais évidemment, tout le monde ici vous croit, oui. Bien sûr, mais je voudrais quand même... l'analyse, encore une fois, elle doit être la plus objective possible. Quentin, est-ce que finalement on est capable de suivre et de mesurer l'impact de la technologie dans les chiffres? Vous nous avez donné un certain nombre de chiffres. Est-ce que on en est à... Je posais la question sur cette partie d'exploitation. Est-ce qu'on est à un niveau visible ou est-ce qu'il faudra encore attendre quelques années pour que ça change la donne dans cette souveraineté alimentaire? Alors, effectivement, je pense que c'est un peu prématuré encore de dire que ça a des impacts directs. Ça a des impacts, je pense, sur justement des cas types ou des cas d'exploitation qui sont passés à l'échelle et qui ont embarqué ces technologies. On voit encore qu'il y a du chemin à faire. Je sais que le gouvernement britannique a annoncé plusieurs plans, notamment un New Deal récemment avec les agriculteurs, avec un fort axe mis sur les technologies et sur l'adoption de ces nouvelles technologies. Pour l'instant, on voit que l'existant aussi, et ce qu'on a pu voir, c'est dans une étude parue dans la revue The World Economic qui a été publiée l'année dernière. Par exemple, sur les étals britanniques, on voit que, en termes de diversité de produits agricoles et alimentaires disponibles, les Britanniques ont perdu près de 30 à 40 points de diversité. C'est-à-dire que quasiment moitié moins de variétés aujourd'hui dans les étals britanniques, à cause de l'ensemble des problèmes qu'on a soulignés. Et effectivement, la technologie sur les aspects de traçabilité, par exemple, sur les aspects aussi dans l'exploitation, avec l'adoption de la robotique pour faire face aux problèmes de manœuvre qu'a impliqué le Brexit, permettra effectivement de redresser la barre. Il faut encore attendre un petit peu, il faut le temps que les fonds aussi des pouvoirs publics se déploient et que l'ensemble des agriculteurs adoptent ces nouvelles technologies. Et ça, c'est assez commun aussi au secteur agricole en général. Marie-C. Je voulais juste ajouter quelque chose en termes d'impact de technologie. Il y a une technologie qu'on retrouve de plus en plus couramment et au Royaume-Uni et en France, c'est les robots de traite. En production laitière, dans les exploitations laitières. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à mesurer l'impact parce qu'il y en a énormément. Et les éleveurs laitiers, une fois qu'ils ont adopté le robot de traite, ils reviennent quasiment jamais en arrière. Et l'impact, aujourd'hui, on arrive à le quantifier, non seulement en termes financiers, mais en termes d'organisation du temps de travail et de décharge mentale, parce que la production laitière, c'est quelque chose de très compliqué quand il n'y a pas de robot. Et
Et par contre, dès qu'il y en a un, l'organisation du temps de travail, l'emploi du temps de l'éleveur et de ses salariés est vraiment allégé, facilité, plus fluide. Et il y a aussi une histoire de productivité par animal qui est supérieure. Donc ça, c'est vraiment mesurable. Oui, c'est très concret. Merci Marie-Cécile, parce que je suis un éternel optimiste et il se trouve qu'à la Chambre de commerce, nous avons un certain nombre de nos membres qui sont viticulteurs et qui ont déjà investi dans des terrains au Royaume-Uni compte tenu de l'évolution climatique. Alors, Lise-Laure, je vais vous poser la question justement sur la coopération qui est un petit peu nécessaire dans cette innovation entre la France et le Royaume-Uni. Parce que j'ai donné cet exemple parce qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Nous, la sécheresse qu'on connaît de plus en plus dans le sud de la France, une certaine pluviométrie chez nos amis. Je suis breton, alors je sais de quoi je parle. Donc c'est quelque chose où on voit un certain nombre de complémentarités pour vous ? Oui, absolument. Et d'autant plus avec les données justement qu'on a sur les climats et l'évolution des climats aujourd'hui et demain. Ça permet d'avoir une idée précise du climat qu'on aura par région en France et de se dire quelles sont les conséquences qu'on peut déjà observer peut-être au Royaume-Uni et dont on peut s'inspirer concrètement des solutions qu'ils ont déjà mises en place pour pouvoir s'adapter à ce nouveau climat qui arrivera demain. Et puis également le Royaume-Uni qui est assez fort, enfin vraiment fort sur les biotechnologies et qui apporte déjà des réponses et donc là qui va pouvoir aussi accélérer le développement d'innovation dans la protection des cultures, la stimulation des croissances des plantes par rapport aussi à ce changement climatique au niveau partage en fait, d'expériences, de ressources, d'essais et de recherche scientifique évidemment. Et alors Jed, est-ce que ce dialogue, est-ce que vous le voyez s'enrichir au fur et à mesure des mois et des années entre la France et le Royaume-Uni, des discussions entre les start-upers, entre toutes les institutions innovatrices dans le monde agricole? C'est quelque chose que vous voyez? Oui, je déteste être l'homme du gouvernement qui parle de régulation tout le temps, mais par accident, c'est moi. Mais nous avons en place depuis 2 ans maintenant quelque chose qui s'appelle en anglais Precision Breeding Act. En termes européens, ça serait nouvelle technique génomique, je l'ai dit bien? C'est ça. Alors pour nous, nous avons commencé très bien de travailler dans ce terme et pour exactement utiliser la biotech pour assurer que les startups ont la connaissance, ont l'investissement et ont la capacité de vraiment progresser pour que le Royaume-Uni, à la fois la France et l'Union européenne, puissent profiter de ces technologies. En termes de collaboration, je pense qu'on est au début. Et c'est maintenant que l'Union européenne a finalisé comme c'est dit, what you call it, the regulation, the New Genomic Technique, régulation. Maintenant qu'on partage les mêmes perspectives et les mêmes bouts, on peut vraiment commencer à progresser rapidement. Et pour moi, ça, c'est un bon first step. Alors, vous aviez mentionné tout à l'heure le SPS. Noam, est-ce que vous pouvez, de façon assez simple, expliquer à tout le monde ici à quoi correspond cette réglementation et en quoi est-ce qu'elle ouvre justement une perspective de plus grande facilité pour nos échanges? Alors, vous parlez de la réglementation existante aujourd'hui ou de l'accord qui est en discussion? Les deux. Comment on passe de l'un à l'autre? Comment vous voyez l'évolution positive de la réglementation? Alors, bon, la réglementation... Vous savez qu'en ce moment, on parle beaucoup de réduire la réglementation. Hein. C'est un sujet qui est toujours assez délicat. Et je me souviens en discuter avec un commissaire européen qui me disait, vous savez, c'est très simple. Le matin, je reçois des gens qui viennent me dire, il faut arrêter la réglementation. L'après-midi, ces mêmes personnes viennent me dire qu'il faut absolument mettre plus de réglementation pour augmenter la protection de mon business. Donc, c'est une mission un peu paradoxale et impossible. Alors, quelle évolution voyez-vous? Ça me semble être une remarque très juste, puisque on constate que juste après l'annonce de l'accélération des négociations sur l'accord SPS, il y a eu des annonces en fait, de l'Union européenne en fin d'année sur le renforcement des contrôles aux frontières pour le SPS. Donc, c'est vrai que cet aller-retour, il est assez difficile. Très rapidement, pour décrire la réglementation SPS aujourd'hui, on a 2 régimes distincts, en fait, côté français et côté britannique, qui répondent à des impératifs économiques qui sont différents.
Les Royaumes-Unis sont des importateurs de produits alimentaires, donc ils ont besoin d'un système qui est assez fluide. C'est pour ça qu'en fait, le cadre côté britannique, c'est ce qu'on appelle le BTOM, le Border Target Operating Model. Et donc, pour le dire simplement, c'est un système qui classe en fait les lots de produits alimentaires selon le niveau de risque. Donc, risque faible, moyen, élevé. Donc, évidemment, ce qui va être à risque élevé, c'est ce qui va être de la viande fraîche, des produits laitiers. Et puis après, en fonction du niveau de risque sanitaire lié au produit, on va descendre dans le niveau de risque. Et donc, à chaque niveau de risque, il y a un niveau de contrôle qui est associé. Pour des produits élevés, évidemment, les contrôles documentaires et physiques sont systématiques. Pour des produits à risque faible, parfois, il peut même y avoir contrôle allégé, voire pas de contrôle. Et donc, globalement, à Sevington et côté britannique, il y a moins de contrôle. Côté européen, globalement, tout est contrôlé. Alors, ça peut être, on va dire, des contrôles très simples de scellés au niveau des camions, mais ça peut être vraiment ouverture des camions et puis on va tout checker et certains CIVEP, donc certains centres de contrôle en France, checkent presque tous les lots. Donc voilà, c'est un peu ça la différence fondamentale, mais dans les deux cas, on va avoir donc des prénotifications à transmettre. Donc côté britannique, c'est ce qu'on appelle les IPAFs. Vous retrouverez d'ailleurs utile le glossaire à cet égard. Et donc, côté européen, ça va être dans un système qui s'appelle Tracente. Donc, voilà pour la réglementation, on va dire simplement. L'accord Union européenne-SPS, en réalité, c'est des discussions qui sont d'ordre politique, sur lesquelles nous, en tant qu'experts douane, on n'a pas vraiment prise. Ce qui est sûr, c'est que ça paraît répondre à une demande des acteurs économiques qui est de renforcer la compétitivité économique. On a beaucoup parlé de sécurité alimentaire et de souveraineté, mais peut-être qu'il est temps pour les acteurs de rehausser un peu l'enjeu compétitivité économique. Et avant que cet accord soit signé, ce qui est clé, c'est de faire en sorte qu'au quotidien, les produits puissent traverser la frontière. Et à cet égard, en tout cas, je peux parler de ce qu'on voit beaucoup sur le port de Calais côté français. Il est impératif de faire en sorte que les CIVEP, donc les personnes chargées des contrôles, aient suffisamment de ressources. Et c'est un enjeu qui est assez clé parce qu'aujourd'hui, le moins on a de ressources, plus les contrôles prennent de temps. Et les conséquences en fait concrètes, c'est que des acteurs aujourd'hui vont choisir des points d'entrée en Union européenne qui sont plus les ports du Détroit, donc Calais-Dunkerque et puis Boulogne un peu plus loin, enfin surtout Calais-Dunkerque, mais ça va être de faire rentrer en fait la marchandise par la Belgique ou les Pays-Bas. Donc, puisqu'aujourd'hui on parle franco-britannique et que moi je suis un peu là aussi pour défendre les intérêts de la France, si on veut avoir de l'activité dans nos ports, si on veut que nos filières logistiques fonctionnent bien et créer de la valeur là-dessus, il est intéressant et judicieux d'avoir des contrôles les plus fluides possibles au niveau de nos points d'entrée. Un enjeu de compétitivité, oui, c'est important. Jed, vous voyez réagir, vous sembliez dire que non, il n'y a pas tant de contrôle que cela. C'est juste à dire qu'il faut avoir la distinction entre les produits qui arrivent de l'Union européenne au Royaume-Uni et les produits de pays tiers. C'est-à-dire que le contrôle des produits qui viennent de la France, oui, c'est vrai, c'est plus fluide parce qu'on a confiance dans les régulations de la France, parce qu'on partage exactement la même régulation. Ouais. Mais si quelque chose arrive de, c'est pas Brésil par exemple, c'est très tropiquement, ça va avoir exactement le même contrôle très invasif qu'on appliquerait à Calais, de ces autres portes de l'Union européenne. Alors, je ne veux pas avoir l'impression que c'est facile d'accéder au marché britannique, ce n'est pas le cas. On a à la même fois les standards très hauts et c'est pour ça, avec ça en tête, qu'on peut supprimer les contrôles entre les deux parce qu'on partage le même système. D'accord. Alors, encore une fois, je le lis de façon positive qu'on va dans le bon sens. Pour autant, il y a un problème de compétitivité, vous en avez parlé, un problème d'investissement. Alors je vais retourner vers vous, Marie-Cécile. Est-ce que dans l'innovation, et je poserai sans doute la même question à Lise-Laure, est-ce que dans l'innovation, c'est un investissement qui doit être public, privé ou public-privé finalement, pour donner cet élan? Et si je complète un petit peu ma question, dans la compétitivité se pose la problématique du changement climatique et des impacts que ça a.
encore une fois, cela demande des nouveaux investissements. On sait bien que nos gouvernements respectifs, en France aussi bien qu'au Royaume-Uni, courent après les milliards. Donc, quelle est la solution? Où va-t-on trouver les moyens d'investir dans le futur et dans l'innovation? Ce qui est important, c'est de parler d'écosystème d'innovation. En fait, aujourd'hui, l'innovation, c'est pas une entreprise toute seule qui y arrive. En fait, de moins en moins, les entreprises seules arrivent à investir dans la R&D et l'innovation pour ce transfert en fait de la recherche vers un produit ou une solution qui va avoir son marché. Mais en fait, il va y avoir une externalisation de l'innovation avec des grandes entreprises qui vont en fait faire travailler des startups pour elles, qui vont incuber des startups. Voilà, on parle de spin-off, etc. Donc ça, c'est du privé-privé. Après, il y a du partenariat public-privé également dans des écosystèmes qui sont souvent des clusters d'innovation. Par exemple, Agronov est un exemple, c'est un pôle d'innovation au niveau France. Il y a des pôles de compétitivité au niveau français qui existent. Donc dans ces clusters, il y a des entreprises, des grandes entreprises, des petites entreprises. Il y a aussi des autorités locales, donc des autorités publiques qui sont présentes. Et donc l'idée, c'est d'avoir un environnement qui soit fertile pour faire émerger des solutions qui soient à la fois innovantes et en même temps qui répondent à un besoin local, dans des conditions locales. Et évidemment, en agriculture, on a besoin de caractéristiques locales pour répondre à un marché local, mais aussi à des conditions, comme on dit dans notre jargon agricole, agropédoclimatique, c'est-à-dire qui correspondent au climat local, à un terroir local et à une demande locale. Donc, c'est ces partenariats, en fait, qui sont les plus efficaces aujourd'hui pour faire émerger des solutions innovantes qui répondent à des besoins concrets. Et donc ces réseaux, ces écosystèmes d'innovation, en fait, ils sont présents notamment dans l'agritech en France, mais ils sont également très présents au Royaume-Uni. Parce que, et ça vous parliez d'investissement, en fait, il y a des différents observatoires internationaux des investissements dans l'agritech qui existent, qui sont disponibles. Et on s'aperçoit qu'au niveau européen, Royaume-Uni et France font partie des pays dans lesquels les investissements sont les plus importants. Et ça se chiffre en milliards. Il y a 4 milliards d'euros qui sont investis chaque année dans l'agritech au niveau européen. Et voilà, France et Royaume-Uni, avec les Pays-Bas, avec l'Allemagne, avec la Finlande en particulier, ce sont les pays où les investissements sont les plus importants. Donc, et ce sont donc des milliards d'euros, donc c'est pas rien. Et donc ça, c'est des financements de start-up en particulier, innovantes, qui vont répondre à des questions vraiment concrètes. Et du coup, je vais peut-être passer la parole à Liseleur directement. Voilà, parce oui, que donc il y a de l'argent. Et Liseleur, vous le vivez donc tous les jours dans votre très belle région dijonnaise. Oui. Comment ça se passe? Quels sont finalement les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés pour pouvoir faire fonctionner cet écosystème? Je dirais, pour répondre aussi à l'équilibre public-privé, qu'on ne peut pas fonctionner ni sans l'un ni sans l'autre. Le public, il apporte vraiment cette crédibilité de dire vous êtes un acteur reconnu sur le territoire, vous œuvrez pour les besoins du territoire en lien avec le terrain, comme l'a dit Marie-Cécile. Et donc, il apporte vraiment cette crédibilité. Et évidemment, la partie privée apporte aussi les besoins du financement, peut-être aussi un peu plus important, il ne faut pas se leurrer. Et puis, c'est cette capacité à travailler avec les startups, avec les innovations. Et j'ajouterais que nous, l'enjeu chez Agronov, c'est aussi de bien investir correctement les acteurs de terrain agricole et le maillon sur toute la chaîne de valeur. Parce qu'on peut vouloir dire il faut mettre des légumineuses en région Bourgogne-Franche-Comté pour la transition agroécologique, réduire les intrants azotés, etc. Si on n'a pas derrière un schéma qui les valorise jusqu'au consommateur, on n'y arrive pas dans la transition et on n'y arrive pas dans la souveraineté ni dans le caractère écologique en fait, des enjeux agricoles. D'accord, oui, donc il y a encore du travail qui est important. Je vous écoutais et je me disais, mais finalement, il y a peut-être un terme qu'on n'a pas encore utilisé aujourd'hui, qui est un terme qui est finalement très lié à cette problématique de souveraineté alimentaire, qui est la confiance. La confiance, aussi bien la confiance du consommateur final, dans ce qu'il va accepter d'acheter, ou la confiance dans
dont on parlait dans la relation entre deux pays qui doivent échanger. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme important et comme clé justement dans ce que peut pouvoir apporter l'innovation au travers de la traçabilité, au travers de toute cette précision que parfois on n'a pas. On voit bien d'ailleurs que maintenant tous nos produits sont beaucoup plus étiquetés, le consommateur est beaucoup plus informé, et pour autant, appelons un chat, le consommateur qui parfois est prêt à défendre l'agriculture locale est aussi obligé de regarder son portefeuille. Donc on voit bien qu'on a une problématique de compétitivité. Donc je reviens à ma question sur la confiance. Est-ce que cette confiance, c'est quelque chose que vous voyez comme de plus en plus proéminent dans cette discussion? Je pense qu'il y a la confiance du consommateur, mais il y a aussi la confiance du producteur, confiance de l'agriculteur justement dans ses innovations technologiques, confiance dans sa chaîne de production et la confiance d'un chef d'entreprise, puisque l'agriculteur est un chef d'entreprise. En fait, c'est une TPE aujourd'hui, une exploitation agricole. Et donc, la confiance, elle est importante pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir investir, pour pouvoir s'engager dans certaines filières de valorisation de sa production, et faire des choix stratégiques en fonction du changement climatique, en fonction des marchés qui se présentent à lui. Et il y a différentes solutions techniques justement qui existent pour dérisquer, pour pouvoir assurer de la confiance et de la visibilité pour justement cette vision à long terme, cette vision d'entreprise. Et je prends un cas particulier, l'énergie. Diversifier les productions. Un agriculteur aujourd'hui peut être pas seulement un producteur d'alimentation, mais aussi un producteur d'énergie. Et ça, c'est une manière de dérisquer sa production. Je pense à la méthanisation, par exemple. Je pense à l'agrivoltaïsme également. Et voilà, le fait de s'insérer dans différents marchés fait qu'il va avoir plus confiance dans son modèle économique parce que justement, il va dérisquer son modèle. Et donc, on a besoin d'innovation pour ça aussi. Et là, on va peut-être introduire un autre mot, c'est le mot résilience et consolidation en fait, du modèle économique, non seulement dans la chaîne alimentaire, mais rien qu'au niveau de l'agriculteur. Et le fait d'avoir des exploitations agricoles qui soient résilientes sur la durée, parce que justement, elles auront fait un certain nombre de choix et d'investissements, eh bien, elles vont pouvoir être encore là dans quelques décennies. Merci Marie-Cécile. Lisa, vous voulez rajouter un mot pendant que vous réfléchissez à votre mot? Je voulais juste vous dire que je vais vous passer la parole à la salle, donc vous pouvez préparer vos questions pour qu'on puisse continuer ce débat tous ensemble. Lise-Laure. Je voulais abonder sur la partie énergie, et confiance d'ailleurs. Nous, on travaille avec une très belle entreprise écossaise, Water to Water, qui travaille sur les énergies renouvelables et l'hydrogène pour décarboner les exploitations et l'agriculture. Et en fait, sur cette question de confiance, ils ne sont pas arrivés en France en disant « on est les rois du monde, on va décarboner votre agriculture, tout ce que vous faites, la méthanisation, l'agrivoltaïsme, depuis toujours, c'est dérisoire ». Ils sont vraiment arrivés dans un schéma accompagné des écosystèmes, accompagné des acteurs pour pouvoir s'intégrer, comprendre comment ces questions et ces réflexions-là s'orchestrent dans les territoires et donc se positionner petit à petit et travailler dans des relations de confiance pour étudier la faisabilité de leurs solutions en France avant de dire tout simplement on arrive. Et du coup, c'est très vertueux sur ce schéma et cet exemple. Merci, c'est un très très bel exemple. Jette, vous voulez rajouter? Juste quelque chose de petit, mais on a discuté de la résilience et des souverainetés, mais on n'a pas discuté de biosécurité. Et pour moi, c'est aussi un aspect hyper important parce que c'est bien lié à tous les aspects. Moi, j'étais ici pendant toute la journée en discutant des méthodes nodulaires contagieuses, ce qu'on dit en anglais lumpy skin disease. Alors, le français a le langage plus sexy, on peut dire. Mais c'est vraiment important parce qu'on n'est pas souverain, on n'est pas sécurité. Si on ne peut pas exporter, importer et avoir confiance dans les produits soi-même. Et ça, c'est aussi un aspect qu'on doit toujours en tête. Merci Jed, ça nous rassure. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Si vous voulez bien lever la main si vous avez une question. Alors, pendant que nos amis préparent leurs questions, je voudrais juste vous entendre. Ah, on a une question. Alors, monsieur, si vous voulez bien, s'il vous plaît, on va vous passer le micro.
Thierry Chambon, ancien vice-président de la Fédération vétérinaire européenne. Nous travaillons au quotidien avec nos collègues anglais qui font toujours partie de notre fédération malgré le Brexit. Et j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi du jour au lendemain, à partir du moment où il y a eu le Brexit, le Royaume-Uni avait dans sa réglementation les règlements européens, comment du jour au lendemain ça s'est complexifié à ce point-là pour pouvoir continuer à pratiquer les échanges. Et quand on voit la dégringolade des échanges entre les deux pays, on a du mal à l'expliquer. Est-ce que ça vient du fait que l'Union européenne a augmenté ses exigences vis-à-vis du Royaume-Uni, ou est-ce que le Royaume-Uni a diminué son niveau d'exigence vis-à-vis de ses producteurs? Quelle est la réponse? Jed. I'll use English for the Q&A just to make sure I'm fluent. Your question was whether the EU has lowered its standards or whether the UK is, rather the UK has lowered our standards, the UK has higher it. Why did it change after the Brexit? Because everything was I see. So factually, we haven't changed any regulations. So the EU and the UK still share what's called the Food Safety Law or the Animal Health Law. They are the same regulations with some minor adaptations. So when a product is produced and exported from the UK to the EU to a third country, just like a product being produced in France and exported to the UK, they must meet the same requirements. And in some cases, they will be higher in the UK than other parts of the EU. So there isn't a question of change of regulation. It's a question of confidence in process. And that's really what the pursuit of an SPS agreement serves to re-establish confidence in the processes that the EU has, and likewise confidence in the processes that the UK has. And when we both have those things, movement of goods, movement of food, and therefore our food sovereignty and our food security is re-established and supported. Thank you, Jed. En d'autres termes, c'est parce qu'on mis une frontière qu'il faut vérifier, et évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Alors, y a-t-il d'autres... Oui, monsieur. Bonjour, Christophe Lano, Génopole. Vous avez évoqué les problèmes de réglementation, biotechnologie. Il y a actuellement beaucoup de discussions autour de la biotechnologie, notamment du Biotech Act, dont ne fait pas complètement partie le UK. Est-ce qu'il y a un alignement des réglementations, et dans quelle mesure on pourra aligner la partie innovation entre l'UK et la France? So, good question for you again, Jed, I'm afraid. But this is it could be a general question on the Act, on the AI Act and then the Biotech Act, and how the UK is either following or taking their own way. And of course, that may have some impact. So I think, I don't want to speak too far beyond my own remit, but we watched the AI Act with great interest. Again, regulation is useful when it's protective. It's not useful when it's burdensome and needlessly burdensome. I think the UK wants to take a more relaxed approach to AI to ensure that it is secure, but that it is not overly burdensome and prevents innovation on industry. In relation to the agri sector, that's not something I think we're looking at right now. We're so focused on sort of the fundamentals of whether our AIs on our phones are trying to kill us that I guess we've not thought about the food aspects. But it's one I'll take away and maybe we'll discuss in future. Thank you. Oui, Éric Delcoteau, membre de la Chambre également. J'aimerais savoir, au travers des discussions et des questions qui ont été posées, quelle est la relation aujourd'hui entre les syndicats agriculture française et le syndicat agriculture UK, on va dire au sens large, justement pour favoriser ces échanges et aller peut-être plus vite et contrecarrer toutes ces régulations qui, nous font perdre beaucoup de temps. So, how are the relationships between French... well... So I was very fortunate to have an event at the Résidence Britannique ici à Paris il y a 2 semaines aux questions de souveraineté, de sécurité alimentaire. En fait, j'ai utilisé le syndicat anglais NFU, National Farmers Union, pour trouver beaucoup de contacts ici en France. Robin Manning, par relation de moi-même, il est très bien connecté. So I think the relationship between the unions is good, and I use that as an anecdote to say on a lot of levels and lots of industries. And I see here today that the
unions are in good contact because they share the same policy objectives. They share the same challenges. We talk about disease. We talk about commodity prices. One good example would be dairy. The price is low. There's an overproduction. The unions are in contact about how their approach works and how best to organize and feed that into government. So I think the relationship remains strong, irrespective of the previous political changes. Not enough yes. Thank you. Marie-Cécile, peut-être, je crois que vous avez l'expérience justement des syndicats des vétérinaires. Comment est-ce que fonctionnent justement les relations de ce que vous voyez, vous, des vétérinaires entre les deux pays? Ah ben, on va les laisser parler, ils sont là. Oui, bien sûr, vous me tendez la perche là. On a d'excellentes relations, puisqu'au niveau de notre fédération, nous avons non seulement les vétérinaires praticiens de terrain qui sont garants de la santé des animaux, vraiment produits d'origine, et en même temps aussi les services vétérinaires officiels de tous les pays de l'Europe, la grande Europe, pas simplement l'Union européenne. Et donc, bien sûr, nous avons de très grandes discussions. Nous avions des position que vous pouvez consulter sur notre site internet de la FVE sur le Brexit, où on met en avant toutes les difficultés qui ont pu apparaître et qui sont effectivement apparues, et pour pouvoir faciliter bien sûr les échanges des produits, les échanges de nos réglementations, les échanges de nos pratiques vétérinaires, aussi bien des praticiens que des vétérinaires officiels dans les différents pays. Donc on a vraiment d'excellentes relations et d'excellents échanges sur ce sujet-là. Et je peux vous dire que, en tout cas, au niveau vétérinaire, il n'y a aucune entrave. Au contraire, on essaye de faciliter les choses. Et on a milité pour embaucher des vétérinaires au point de contrôle, puisqu'on savait que ça allait être le point clivant, le point où tu allais se concentrer, où ça allait coincer. Et donc la France, et je pense le Royaume-Uni aussi, sont employés pour embaucher des vétérinaires avec des salaires un peu plus attractifs que s'ils étaient à l'époque, pour pouvoir désengorger en fait ces points de congestion qu'on avait identifiés et qui se sont révélés tout à fait exacts. Enfin, je peux vous rassurer de ce point de vue-là, vous avez une parfaite collaboration avec nos collègues. Merci de ce témoignage, c'est important, une très belle coopération. Je voudrais juste terminer sur un sujet, lui aussi d'actualité, et comprendre comment est-ce et vous le voyez se mettre en œuvre au niveau agricole, qui sont les critères ESG, la durabilité. On en a beaucoup parlé il y a quelques années. On voit bien que les difficultés financières en Europe et les besoins de compétitivité font un peu se questionner sur l'opportunité d'investir aujourd'hui sur certains de ces critères. Et pour autant, Dieu sait si un secteur est très directement impacté par les problèmes climatiques, c'est bien le secteur agricole. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer sur quelle est finalement la solution. Est-ce qu'il faut continuer dans un exercice qui est indispensable? Est-ce qu'il faut le moduler? Est-ce qu'il faut au contraire accélérer? Et si oui, qui paye? C'est toujours la question. Oui, certes, aujourd'hui, on est un peu dans un backlash des critères ESG, je pense d'une manière générale, avec les priorités, on va dire, peut-être géostratégiques de chacun. J'étais sur le stand de la ferme digitale en début de semaine. Il y avait un certain nombre de conférences sur le carbon farming en particulier, qui montraient un reflux en fait du nombre d'agriculteurs engagés en France sur ces sujets-là. Donc les crédits carbone agricoles, en fait, c'est un exemple de paiement pour services environnementaux. Donc toute la question, c'est comment rémunérer les services environnementaux que les agriculteurs, dans leurs bonnes pratiques, peuvent recevoir. Et ces PSE ont du mal à se développer. Un type de paiement pour services environnementaux, c'est justement les crédits carbone, et ils ont du mal à décoller. Cela dit, parce qu'on ne trouve pas d'acheteurs, en fait, le problème c'est ça. Et ça fait 5-6 ans qu'on en parle, et on a du mal à trouver des acheteurs justement pour eux-mêmes répondre à leurs engagements ESG. Donc une des réponses à cela, c'est en fait un système de primes filières qui se met en place au sein des filières agroalimentaires où sont engagés les agriculteurs. Et en fait, c'est un système de rémunération supérieure de la tonne de produits.
agricole fabriqué ou produit par un agriculteur, un éleveur, à partir du moment où il met en place un certain nombre de bonnes pratiques. Alors pas seulement en termes de carbone, mais aussi en termes de biodiversité ou de qualité de l'eau. Et donc, à partir du moment où on arrive à mesurer, grâce à la tech, grâce à un certain nombre d'entreprises qui ont mis en place des outils pour mesurer, pour suivre et pour vérifier que les impacts en fait, de ce qui a été mis en place au niveau des exploitations agricoles, on peut déterminer un certain nombre d'impacts, donc carbone, eau, biodiversité. À ce moment-là, ça s'intègre dans des chaînes de valeur de l'agroalimentaire. Et donc, les agro-industriels qui ont des engagements ESG, en fait, intègrent les actions à l'amont de leur chaîne de production. Et ça continue à se mobiliser, ça continue à être une réalité. Et encore une fois, pour ça, on a besoin de la tech, on a besoin de la data pour pouvoir alimenter ces modèles et pour pouvoir prouver ce qu'on affirme dans les engagements ESG. Donc certes, aujourd'hui, il y a un petit reflux, mais les enjeux climatiques qui sont toujours là. Le changement climatique s'accélère. On voit bien qu'on a des hivers beaucoup plus humides et des étés beaucoup plus secs et beaucoup plus chauds. Et donc, voilà, ça n'est pas parce que c'est moins à la mode aujourd'hui que ça n'est plus une réalité. Merci beaucoup Marie-Cécile et merci, ce sera le mot de conclusion, que là encore, la tech a son rôle et peut aider. Alors, pour conclure justement, je vais passer la parole à Jean-Baptiste. Avant ça, je vais vous demander de vous joindre à moi pour remercier nos 5 panélistes. Un grand merci pour vos réponses très claires. Et vous avez maintenant mérité d'avoir accès aux résultats de l'étude. Elle vous sera distribuée tout à l'heure. Merci encore, Jean-Baptiste. Le mot de la fin. Merci Olivier pour votre animation. Merci aux intervenants. Nous sommes vraiment en fin de course. Il reste quelques minutes pour vous dire d'abord qu'on va se retrouver pour un verre de l'amitié à l'opposé du Ciapro, donc au Café des Agris. Et je vous invite tous à y participer pour poursuivre les échanges. Vous dire également quel plaisir que nous avons eu de travailler avec le Cross Channel Institute sur cette étude que nous allons essayer de vendre, de promouvoir auprès de nos cercles d'adhérents et notre écosystème. Je dois dire qu'on avait vu assez juste sur cette question de la souveraineté alimentaire. Elle nous occupe aujourd'hui. Moi, enfant du traité unique et du traité de Maastricht, je dois dire que nous avons traversé à un moment donné un désert sur les questions agricoles. Et aujourd'hui, depuis déjà quelques années, la question agricole revient vraiment sur le devant de la scène à travers ces enjeux parce qu'effectivement, le climat européen, le climat international s'est tendu et on revient effectivement sur un certain nombre de fondamentaux, dont la souveraineté alimentaire. Mon petit doigt me dit que dans la loi d'urgence française en préparation, il y aura des choses sur la souveraineté alimentaire et peut-être même voilà, des choses un peu plus précises sur ce que l'on entend derrière la souveraineté alimentaire. Moi, je retiens que pour le Royaume-Uni, et compte tenu de ses dépendances, même si elle exporte des produits agroalimentaires, il y a quand même un enjeu de sécuriser son alimentation. Pour la France, il s'agit également de sécuriser l'accès à un certain nombre d'intrants stratégiques. Et pour les deux pays, c'est à tout le moins de maintenir sa capacité de production, son socle productif. Donc tout l'enjeu était effectivement de mettre en lumière cette problématique de la souveraineté et de pouvoir, à travers l'agritech, voir comment la valoriser. J'ai bien compris qu'il fallait fluidifier, c'est une question de fluidification, ces échanges, comme nous l'a rappelé Noam, et puis une question également de confiance, et de confiance entre les acteurs. Et donc l'objet aussi de ces échanges, de ce travail, c'est que les acteurs se fassent confiance pour pouvoir justement lever un certain nombre de barrières. Donc merci à nos intervenants et maintenant nous allons poursuivre nos échanges au Café des Agris. Merci encore.